Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, premier épisode aujourd'hui du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer, et j'ai le plaisir de recevoir le Dr Olivier Deladoucette, président de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Cher Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditrices et auditeurs s'il vous plaît ? Bien sûr, j'aime me définir comme un psychiatre gérontophile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un homme de terrain, je soigne depuis maintenant une trentaine d'années des jeunes de 20 à 100 ans. Mais la plupart en réalité ont un peu plus de 60 ans. Je suis psychiatre et gériatre et de ce fait, très naturellement, j'étais amené à suivre des personnes vieillissantes avec des troubles cognitifs. Je me suis donc intéressé très tôt à la maladie d'Alzheimer et en particulier aux difficultés qu'elle présente pour les malades et pour les familles au domicile et dans les institutions. Ayant donc cette connaissance de la vie d'un malade Alzheimer, il m'est apparu très vite que la recherche n'était absolument pas au niveau des enjeux de santé publique que représentait cette pathologie dans nos sociétés développées. Je vous rappelle, il y a aujourd'hui en France plus d'1 million de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et si on tient compte de l'impact que ça a sur les familles, on peut considérer qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui souffrent au quotidien, qui sont touchées, impactées par cette maladie en France. Alors, la recherche, malheureusement, n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. C'est la raison pour laquelle, en 2004, avec le professeur Bruno Dubois, on s'est dit il faut faire quelque chose. On ne peut pas attendre que les fonds viennent du ciel, ils ne viendront pas, les autorités ne sont pas encore convaincues ou n'ont pas compris l'enjeu, donc on va s'y mettre. C'est la raison pour laquelle on a retroussé nos manches et on s'est dit créons cette fondation pour essayer de financer les chercheurs qui travaillent sur cette pathologie en France et en Europe. On a commencé en 2004. Aujourd'hui, nous sommes le premier financeur privé de la recherche sur cette pathologie en France. Nous finançons des chercheurs sur Paris, mais également un certain nombre de villes en province. Nous finançons également quelques chercheurs de grand talent en Europe. Tous travaillent pour essayer de trouver un traitement qui permette de libérer ce nombre incalculable de malades qui sont prisonniers de cette maladie qui petit à petit les enfonce dans le crépuscule. Certains ont dit crépuscule de la raison où malheureusement leur fonction intellectuelle petit à petit décline, ils perdent leur capacité à s'adapter et deviennent de plus en plus dépendants. Alors justement, vous venez de parler de la dépendance, des symptômes de cette maladie d'Alzheimer qui touche énormément de gens, plusieurs millions de personnes, incluant les aidants. Donc, on a tous un proche dans notre entourage qui est touché par cette maladie. Comment on peut la reconnaître, s'il vous plaît ? On parle tous de la perte de mémoire, mais y a-t-il d'autres choses, d'autres symptômes ? Alors, Laurent, le symptôme principal, vous avez raison de le dire, c'est les troubles de la mémoire. Mais en réalité, nos fonctions intellectuelles sont globalement atteintes par cette pathologie. La première est la mémoire, c'est la plus visible, c'est celle qui habituellement impacte en premier les patients. Mais on a d'autres fonctions intellectuelles qui progressivement vont s'émousser et finir par gêner le patient au quotidien. Ce sont les troubles du langage, ça peut être l'orientation dans le temps, dans l'espace, des troubles du sommeil, des difficultés à raisonner, à comprendre les choses, notamment les raisonnements abstraits vont progressivement s'altérer. En fait, ce sont toutes les capacités qui permettent à un individu du matin au soir à s'adapter à toutes les situations, des plus simples aux plus complexes, qui petit à petit vont être perturbées et donc créer des difficultés qui vont entraîner chez le patient la nécessité de se faire aider de plus en plus lourdement par son entourage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si ça n'est évidemment pas si simple, comment la maladie d'Alzheimer apparaît? Parce que j'ai ouï dire qu'elle pouvait apparaître chez des gens qui étaient, entre guillemets, asymptomatiques, 15-20 ans avant qu'il n'y ait les fameux premiers symptômes dont vous venez de parler. Comment ça se passe? Oui, ce que la recherche a découvert relativement récemment, c'est que c'est une maladie qui va évoluer sans symptômes
pendant de nombreuses années, on pense 15, 20 ans. En d'autres termes, on va accumuler dans notre cerveau une protéine anormale, mais très très doucement, qui va petit à petit étouffer les neurones. Les neurones, pendant toute cette période, vont compenser comme ils pourront, et de sorte que la personne qui a cette maladie ne va pas s'en rendre compte. La maladie restera asymptomatique pendant très longtemps. Et puis, à un moment, malheureusement, les lésions sont trop nombreuses, il y a trop de neurones altérés, et on voit apparaître les symptômes. Les premiers étant la mémoire. C'est la mémoire des événements récents qui est perturbée, ce qui est un peu contre-intuitif. On s'imagine qu'on a plus de mal à retenir des événements très lointains que des événements récents. Mais justement, c'est ça qui fait la caractéristique de cette maladie, c'est que ce sont les événements récents qu'on oublie en premier. On ne sait plus très bien avec qui on a déjeuné la veille, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a pu voir comme film ou lire comme livre. Et en revanche, on peut encore se souvenir parfaitement d'un poème qu'on a appris au jardin d'enfants. Et puis après, malheureusement, les choses s'étendent et comme je vous le disais, ça peut être d'autres troubles intellectuels qui s'installent et qui font que petit à petit, la personne devient un peu plus floue dans son comportement, les choses deviennent plus difficiles pour elle. Ce qui peut aussi être avant-coureur d'une maladie d'Alzheimer, dans sa phase pré-symptomatique, ce sont des troubles de l'humeur. Dans 20% des cas, les gens vont commencer une maladie d'Alzheimer par un état dépressif qui apparaît sans qu'on sache très bien pourquoi cette personne se déprime. Elle est un peu triste, un peu anxieuse, elle dort mal, elle est démotivée, elle peut devenir même un peu irritable. On découvre qu'elle est réellement dépressive, on la soigne, ça va mieux, et puis petit à petit, on voit qu'avec cette dépression, apparaissent d'autres symptômes. Et là, ça peut être une manière d'entrer dans cette pathologie. Quand on passe à la phase dite prodromale, c'est-à-dire quand il y a des tout petits symptômes qui sont pas massifs et qui peuvent être confondus avec le vieillissement normal, bien là, il faut être un peu attentif. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Alzheimer fait peur, c'est que pendant quelques années, on peut confondre Alzheimer avec un vieillissement normal, car notre cerveau vieillit comme tous les organes du corps humain. C'est un des organes qui vieillit le mieux. Mais il n'en demeure pas moins qu'on puisse, avec l'âge, en général c'est à partir de 55-60 ans, la mémoire est un petit peu moins performante. Mais rien de grave, on continue à être capable de faire énormément de choses. Et ça, c'est, on va dire, le vieillissement normal. Quand on a une maladie d'Alzheimer débutante, ces troubles de la mémoire vont s'aggraver de manière inexorable et d'un oubli banal lié à l'âge qui peut être bon sang, où est-ce que j'ai garé ma voiture, quel est mon numéro de carte de crédit, quel est le nom de cet acteur que j'ai vu dans un film merveilleux la veille. Tout ça, ça nous arrive et c'est pas un problème. Ensuite, ça devient plus grave, vous voyez, on ne sait pas simplement où on a mis ses lunettes, mais on oublie qu'on porte des lunettes. Vous voyez, c'est plus du tout le même registre. On a vu un film avec un acteur très célèbre la veille, et puis on sait plus très bien son nom. Quand c'est bénin, on s'en souvient une heure ou un jour après. Mais quand ça devient Alzheimer, on a un trou béant, on ne sait plus du tout quel est cet acteur, on est incapable de s'en souvenir. Donc les troubles deviennent plus importants, plus invalidants, et posent des vrais problèmes au quotidien. Comment elle peut aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux proches aidants? On ne peut pas résumer en quelques mots la prise en charge d'un malade d'Alzheimer. Je dirais que ce qui est important, probablement, c'est tout d'abord d'essayer de comprendre ce qui lui arrive, d'essayer de rentrer dans son univers. Malade d'Alzheimer, du fait de ses difficultés, n'appréhende pas le monde comme nous. Et donc, ça entraîne chez lui des réactions qui peuvent paraître un peu surprenantes, qui sont parfois même gênantes ou très déstabilisantes pour l'entourage. Donc, il faut essayer de se mettre à sa place. Dès lors qu'on comprend un peu ce qui lui arrive, on peut parfois trouver des solutions. Elles sont parfois très simples. À d'autres moments, il faut faire appel à un médecin, il faut faire appel à des professionnels pour se faire aider. Mais la chose qui me paraît la plus importante, c'est vraiment d'avoir cette empathie, cette compréhension du malade, et alors ensuite mettre en place les moyens nécessaires
pour permettre à cette personne en perte d'autonomie de conserver à la fois un minimum justement de capacité pour vivre au quotidien le mieux possible et aussi permettre de conserver sa dignité. C'est très important. Y a-t-il des raisons d'espérer ? Ça fait depuis 2004 que vous avez cofondé avec Bruno Dubois, que l'on salue, la Fondation Recherche Alzheimer. Donnez-nous des espoirs, Olivier, parce que vous êtes en train de décrire une maladie qui nous touche pour beaucoup, mais il y a de très très belles progressions, entre autres grâce à la Fondation, qui, je le rappelle, est le premier financeur privé de la recherche contre cette maladie. Donnez-nous des espoirs, s'il vous plaît. Oui, là, nous avons des espoirs tangibles. Je dois vous avouer que pendant une quinzaine d'années, j'encourageais nos mécènes à financer la recherche en leur disant « Bon, il faut y aller, on va trouver, etc. » Et puis, ça piétinait un peu. Mais depuis 2 ans, et probablement parce que voilà, on arrive à une masse critique suffisante pour faire un peu bouger les lignes en termes de financement, en termes d'équipes qui travaillent en France comme dans le monde. Depuis 2 ans, on commence réellement à avoir des choses à proposer qui sont tangibles. On a des médicaments d'une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les anticorps monoclonaux qui permettent de nettoyer le cerveau de ces fameuses protéines bêta-amyloïdes qui sont les précurseurs de la maladie d'Alzheimer. On a également maintenant la possibilité de poser des diagnostics très précoces, de plus en plus précoces, de repérer même chez les patients en phase pré-symptomatique, les prémices de la maladie d'Alzheimer, de manière à pouvoir leur proposer ces nouveaux médicaments avant même que les symptômes apparaissent. En d'autres termes, être capable de prévenir Alzheimer avant de la guérir. Donc, ce sont des choses qui sont réelles, de trouver des traitements efficaces qui permettent de guérir ou en tout cas de soigner de manière très significative ces millions et millions d'individus qui dans le monde souffrent de la maladie d'Alzheimer. Olivier, je vous remercie de nous donner beaucoup d'espoir, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Quel est-il ? Oui, on peut pas s'arrêter comme ça en route. On n'est même pas au milieu du gué. On a franchi, on va dire, un quart du chemin. Il y a encore énormément de choses qui nous restent à découvrir. Tout simplement, pourquoi cette maladie apparaît chez les uns et pas chez les autres ? On a maintenant une connaissance assez complète de la cascade d'erreurs biologiques qui conduisent à la maladie d'Alzheimer. On a des produits qui sont très prometteurs pour bloquer cette cascade, mais on ne sait pas pourquoi elle démarre aujourd'hui. On a des facteurs génétiques identifiés. On sait que c'est une maladie qui touche heureusement très peu, mais des familles directement. C'est moins d'1% des malades qui ont des facteurs génétiques parfaitement identifiés qui entraînent la maladie chez un individu sur 2 dans chaque famille. Ils sont très rares, heureusement. Mais la grande majorité des cas de malades, ce sont des formes dites sporadiques qui touchent un peu au hasard, nous semble-t-il, les gens dans la population. Mais en réalité, c'est pas le hasard. Il y a certainement des facteurs que nous connaissons pas, qui sont génétiques, environnementaux ou autres, qu'on a besoin de définir pour savoir exactement pourquoi cette maladie se déclare chez les uns, pas chez les autres. En ce qui concerne le traitement, on a des molécules, mais peut-être qu'elles ne suffiront pas. Il y aura autre chose à découvrir. Le cerveau, c'est également un organe extrêmement mystérieux. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la pathologie sur laquelle on travaille sur un organe où énormément de choses restent à découvrir. Donc quand on découvre des choses sur Alzheimer, c'est utilisé aussi pour le Parkinson, ça sert pour la sclérose en plaques et vice-versa. Donc tout ce domaine a besoin d'être exploré et on ne doit pas s'arrêter. Au contraire, il faut mettre vraiment le paquet parce que, au fond, les maladies de demain, les maladies du 21e siècle, ça sera probablement pas le cancer, parce que là, aujourd'hui, on a fait énormément de progrès et je suis prêt à parier que d'ici 20 ans, on guérira quasiment tous les cancers. Mais les maladies du 21e siècle sont les maladies du cerveau, les maladies neurodégénératives, les maladies psychiatriques, d'autres maladies. Le cerveau, c'est la dernière frontière du corps humain. Donc, il faut vraiment mettre le paquet sur la recherche, sur les pathologies, sur la connaissance du cerveau. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer, c'est indispensable pour nous-mêmes et pour la société. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Vous venez de nous donner de l'espoir. Il y a encore du chemin à parcourir. Finalement, on comprend pas très bien cette maladie. Vous le disiez, pourquoi elle apparaît chez les uns et pas chez les autres. Mais en tout cas, je crois très sincèrement qu'un jour, nous mettrons Alzheimer KO. Absolument.
Mais on ne le mettra pas tout seul, on a besoin de vous tous, parce que on est tous, au fond, les petits porteurs d'une grande ambition collective. Et cette ambition, c'est qu'un jour, cette maladie d'Alzheimer ne soit qu'un mauvais souvenir. Merci beaucoup encore une fois, Olivier. Espérons qu'Alzheimer devienne un jour un très mauvais souvenir et que ce soit le plus vite possible. D'ici là, chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez soutenir la Fondation Recherche Alzheimer en envoyant don, DON, par SMS au 92 922. Je le rappelle, ce sont 5 € pour la recherche. Vous pouvez également suivre la Fondation sur ses réseaux sociaux. Allez sur son site alzheimer-recherche.org. Et merci encore, Olivier, c'était absolument passionnant. Merci Laurent.